Bonjour et bienvenue à un autre épisode de Lève-toi et sors. Cette semaine, je vais rencontrer Maxime Deslauriers qui va nous faire faire un petit tour de la Pointe du Moulin. Mais avant, je vais m'entretenir avec Guylaine Lauzon à la bibliothèque de Notre-Dame de l'Île Perrot. Allez, lève-toi et sors! Je me retrouve donc devant le fameux moulin avec Maxime Deslauriers. Salut Maxime. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va. Premièrement, grande question. C'est quoi la Pointe du Moulin et c'est quoi les objectifs que vous poursuivez avec ce site-là? Donc, nous, on fait partie de la SDPHPM, en fait, qui est la Société de développement du parc historique La Pointe du Moulin. On est une société à but non lucratif qui gère l'animation sur le site. Donc, on a une petite équipe de travail, une petite équipe de 5 ou 6 employés qui sont tous costumés, qui font des visites guidées du moulin et de la maison du meunier. Donc, le moulin, c'est un moulin qui a 300 ans. En fait, c'est très intéressant de voir l'ingénierie derrière le moulin, une visite guidée de toutes les pièces, des utilités qu'on en faisait à l'époque de la Nouvelle-France. Et puis, du côté de la maison du meunier, dans le fond, on fait une visite de tout ce qui était vie quotidienne à l'époque de la Nouvelle-France, donc le train-train du meunier, de sa famille, avec sa femme et avec ses enfants. Et les activités en temps régulier qu'on peut faire à chaque année à la Pointe du Moulin, qu'est-ce que c'est? Donc, les activités régulières, en fait, comme je vous ai mentionné, on a des visites guidées du moulin, de la maison du meunier. Ça, c'est vraiment les activités classiques. Mais on a aussi le tir à l'arc pour les plus vieux et pour les plus jeunes. Donc, on a différentes grosseurs d'arc. On a aussi du rabasca, qui est un grand canot amérindien qui rentre environ 10 à 15 personnes, je dirais, dans un canot. C'est quand même des gros canots. Et aussi, on a de la dégustation de pain. Donc, on a une employée qui commence un feu le mercredi dans la maison du meunier. Ça prend environ 3 jours chauffer la pierre à blanc pour qu'elle fasse cuire du pain. Donc, on vend le pain, on le fait goûter le samedi seulement, parce que ça part... je peux me permettre l'expression comme des petits pains chauds. Donc, ça fait partie vraiment, c'est ça nos activités régulières ici à la Pointe. Et puis là, on entame bientôt le mois d'août. Qu'est-ce qui attend les gens pour côté activité spéciale dans le mois d'août? Bien, dans le mois d'août, on a une activité qui est très spéciale, qui dure 3 jours. On accueille le 6e bataillon d'Hochelaga. Donc, c'est un groupe de gens qui se spécialisent dans l'époque napoléonienne, qui vont recréer un encampement militaire ici à la Pointe. Et on va accueillir des campeurs durant une nuit. Il va y avoir toutes sortes d'activités, donc je ne veux pas vendre la mèche, là, mais il va y avoir toutes sortes d'activités qui vont être organisées par le bataillon. Ils ont différents corps de métier à l'intérieur du bataillon, donc ils vont faire vraiment des reproductions historiques. OK. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent après ça? Oui, on a notre levée de fonds annuel, qui est l'événement Misé sur la Pointe. C'est un événement casino, c'est vraiment une levée de fonds. On a des billets qui sont en vente ici à la Pointe. Et aussi, on a le Festival du maïs. Donc, le Festival du maïs, c'est un festival vraiment axé sur la famille. On a des activités pour les jeunes, on donne du maïs, on vend des hot dogs. C'est du maïs local, donc on essaie de promouvoir toujours la région. Et finalement, on a le Festival de la soupe aussi, qui est fin août, début septembre. Donc, le Festival de la soupe qui invite les soupiers professionnels et amateurs. Donc, c'est possible, si jamais ça t'intéresse. Tu peux toujours faire une soupe, présenter la soupe au concours. Il y a différents prix à gagner. L'année passée, ça a été un immense succès. On a attiré plus de 2000 personnes. Et je crois aussi que le festival a gagné un prix au gala Innovation de tourisme sur Rouen. Oui, en effet. J'ai eu la chance d'animer. Oui, en effet, ça a gagné un prix au gala Innovation. Et on s'attend cette année à avoir encore plus de gens. Donc, c'est un événement à indiquer à son calendrier. Et ça, c'est le 1er septembre, je crois? Oui, c'est le 1er septembre.
Donc, en ce moment, on est presque au sommet du moulin. Et là, Maxime, tu me disais que la partie qui est le toit, en fait, c'est une partie qui est mobile, qui peut tourner. Oui, en fait, c'est une partie mobile. Donc, pour le simple fait que le vent ne souffle pas toujours dans la même direction. Donc, pour toujours être productif, pour toujours pouvoir produire de la farine, il fallait que le toit soit mobile. Donc, le toit est mobile, les ailes tournent toujours et elles peuvent tourner, en fait, juste en avant de la porte d'entrée. Un détail qui est quand même assez important. L'expression, en fait, un moulin rouge vient du fait que, des fois, par mégarde, le meunier oublie où sont les ailes du moulin, va sortir du moulin et peut se faire faucher par les ailes du moulin. Donc, un moulin rouge, c'est un moulin, en fait, qui a tué son meunier. Donc, c'est ça, c'est de là d'où vient l'expression moulin rouge. Ouais. On est quand même loin du French Cancan puis des spectacles glamour, là. Oui, on est quand même assez loin de ça, oui, effectivement. Cette année, on a une nouveauté au parc. On prévoit avoir donc un au mois de juillet, un au mois d'août, des soupers thématiques Nouvelle-France. Donc, on va donner la chance à des petits groupes de personnes. Donc, seulement 2 fois dans l'année. On fait un test cette année. Ils vont manger à la table qui est juste ici à l'arrière de toi. Ils vont manger du pain fait dans le four et on va leur faire cuire donc des plats typiques Nouvelle-France, soit avec les légumes qu'on va avoir fait dans le jardin, juste à côté. Ça va être tous des trucs qui sont faits maison, tous des trucs qui sont faits à la main par nos employés. Donc, on veut vraiment leur offrir une expérience d'immersion vraiment totale. Et comment ça va fonctionner? Est-ce que c'est des gens que vous allez faire une inscription ou que vous allez commencer par des connaissances? Ça va être sur la base de premier arrivé, premier servi. Donc, vraiment, il va y avoir un petit coût d'associé à ça. Il faut réserver entre 6 et 8 personnes. Et ça va être vraiment sur une base premier arrivé, premier servi. Ça devrait être annoncé sur notre site Internet sous peu. La prochaine activité spéciale de la Pointe du Moulin sera le fameux camping sous les étoiles. Ce sera le 9 août prochain sur réservation seulement. Et justement, pour réserver, vous devez vous rendre sur le site Internet du Parc historique de la Pointe du Moulin. Dans une ambiance estivale et décontractée, la série de spectacles Les Salles Jeudi vise à mettre en valeur les artistes émergents nationaux en vous offrant des spectacles de grande qualité triés sur le volet et offerts à un prix très accessible. Chaque spectacle est accompagné d'une première partie choisie parmi nos meilleurs artistes locaux. Jeudi le 25 juillet à 20h, venez découvrir les Sœurs Boulay à la salle Jean-Pierre Houde à Châteauguay. Les Sœurs Boulay, c'est une guitare, un ukulélé et 2 voix qui bricolent des mélodies inspirées de la vieille Dodge bleue de leur père, d'ancienne musique country et de musique flambant neuve. Il est à noter que la première partie mettra en vedette Ariane Vaillancourt du groupe Le Fil d'Ariane, qui est une jeune auteure-compositeur-interprète qui propose un son raffiné, léché et précis. C'est un rendez-vous.
suis donc présentement à l'intérieur de la bibliothèque avec Madame Guylaine Lauzon. Bonjour, Madame Lauzon. Bonjour. Je vais vous demander avant toute chose une petite question. Je sais qu'on est dans une bibliothèque, mais est-ce que je peux parler un peu plus fort? Oh, bien sûr. Merci beaucoup. Les bibliothèques ont changé aujourd'hui. D'ailleurs, ici, c'est pas seulement une bibliothèque. Si je me trompe pas, il y a d'autres choses que les gens peuvent voir. Oui, on essaie de devenir davantage un milieu de vie que d'être un seul lieu où on va récupérer nos livres. Et donc, on essaie d'avoir plusieurs activités, d'avoir des organismes autour aussi de la bibliothèque là, qui viennent se rencontrer puis à passer du bon temps. On a la chance aussi de voir sur les murs, comme derrière nous ici, des expositions comme ça. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces expositions-là? Oui, on fait une place aux artistes en art visuel. Donc, c'est 3 fois par année qu'on a un nouvel artiste là, qui expose dans notre bibliothèque. Présentement, c'est les œuvres de Ghislaine Perron. C'est une artiste de Saint-Lazare. Donc, c'est tous les artistes là, de Vaudreuil-Soulanges qui peuvent nous soumettre leur candidature. Et puis, ils sont exposés à peu près 3 mois là, sur les murs de la bibliothèque avec une rencontre d'artistes là, en début là, de l'exposition. Donc, l'artiste de Madame Perron sera là jusqu'en septembre et on fera place après une autre artiste. Parfait. Et aussi, j'ai vu à l'entrée, vous avez des artefacts situés dans des vitrines. Pouvez-vous me parler un peu de ces artefacts-là? Là, on parle du cabinet de curiosité. C'est un projet là, qui a été mis en œuvre dès la construction de la bibliothèque. On a approché le Musée régional de Vaudreuil pour travailler avec nous. L'idée, c'était de faire ressortir l'histoire de Notre-Dame là, à travers notre bâtiment. Donc, dans l'architecture, il y a eu les choix aussi de matériaux là, pour faire sortir tout ça. Et à des vitrines d'exposition dans lesquelles là, le musée peut exposer là, des objets, des artefacts de leur collection. On sait que les musées ont beaucoup d'objets, là, souvent, qui sont dans les voûtes et qui n'ont pas d'espace pour exposer. Donc, pour eux, ça leur permet de faire des expositions hors les murs. Et pour nous, bien, c'est un plus-value là, pour le citoyen qui vient à la bibliothèque. Donc, dans les cabinets de curiosité, on a aussi 3 expositions par année. On est déjà à notre 4e année qu'on commence avec le musée. Cet été, le thème de l'exposition, c'est souvenirs de voyage. Donc, c'est des objets qui ont été ramenés de divers pays et qui nous rappellent un peu comment on se comporte en tant que touriste et ce qu'on ramène là, de divers pays. C'est ça qu'on a cet été là, dans les cabinets de curiosité. Je sais ici qu'il y a un club de lecture pour les plus jeunes et la thématique cette année, c'est également les voyages. Pouvez-vous nous parler un peu de ce club de lecture-là? Oui, on tient ici depuis déjà une dizaine d'années le club de lecture pour les jeunes. C'est le club de lecture TD, donc c'est les banques TD là, qui nous approvisionnent avec tout le matériel. Et c'est le cas aussi dans la majorité des bibliothèques au Québec. Donc, qu'est-ce que c'est un club de lecture pour les jeunes? C'est qu'on essaie de motiver les enfants là, durant la période où ils sont en congé de devoirs et leçons, de poursuivre la bonne pratique de la lecture. Donc, on leur demande de noter les livres qu'ils lisent et il y a des coupons, tirages, récompenses pour les enfants. On fait aussi des activités autour du thème et tout ça. Cette année, le thème, donc, c'est Bon voyage. Donc, on rejoint un petit peu le thème qu'on a aussi dans les vitrines d'exposition qui est Souvenirs de voyage. Donc, on a fait un lien là, avec nos 2 activités principales de l'été, là, le club de lecture d'été pour les enfants. Et puis, pouvez-vous nous parler un peu des activités qui se déroulent durant toute l'année ici à la bibliothèque? Oui, bien, comme je disais, la bibliothèque, on essaie d'être davantage un milieu de vie maintenant. Donc, on a plusieurs activités, nous autres, qui se déroulent ici. Il y a bien sûr la traditionnelle heure du conte là, qu'on retrouve depuis toujours dans les bibliothèques, mais on essayait aussi d'innover un petit peu aussi. Une fois par mois, nous autres, on invite les ados, on appelle ça nos vendredis ados. On ouvre nos portes exclusivement pour les ados et on leur dédie des activités. Ça, c'est des activités qui se déroulent de septembre à avril. On fait relâche l'été. On a également un club de lecture adulte, des jeunes retraités qui se réunissent une fois par mois et qui discutent d'une lecture commune qu'ils ont fait ou d'un auteur commun qu'ils ont lu.
Il naît de ça plusieurs amitiés parce que c'est des gens qui sont contents de se revoir après un mois, une fois par mois. Également, on a une société d'histoire sur l'île Perrot qui est principalement là, établie ici à la bibliothèque. On a un petit centre de documentation des livres là, sur la généalogie, sur l'histoire, qui est un petit espace dédié là, pour le centre de la société d'histoire. On a également aussi, une fois par mois, les jeux de société. Donc, on invite les familles à venir s'amuser avec différents jeux de société. On a des animateurs qui sont connaissants et chevronnés là, dans toutes les nouveautés qu'on peut avoir là, dans les jeux de société. On a une trentaine de personnes qui se présentent puis qui viennent jouer à des jeux de table là, durant l'après-midi, le dimanche après-midi. Donc, c'est ça, la bibliothèque n'est plus ce qu'elle était autrefois. Là. On essaie de diversifier nos activités pour que les gens viennent y passer du temps davantage. Et la bibliothèque s'appelle la bibliothèque Marie Huguet. Qui est Marie Huguet? Marie Huguet, c'est une poète qui a marqué la poésie québécoise. C'est une poète qui est décédée très jeune. Elle est décédée alors qu'elle avait à peine 20 ans, dans les années 80. Pourquoi avoir donné le nom de notre bibliothèque à Marie Huguet? C'est qu'elle a passé ses étés au chalet de son grand-père. Donc, on pense que sa poésie est très inspirée des lieux sur l'île, de l'eau omniprésente et tout ça. Donc, voilà pourquoi on a dédié son nom à notre bibliothèque. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, madame. Bien, ça me fait plaisir. Bonne journée. Bonne journée. Poème de Marie Huguet. Le cri d'une mouette crée la profondeur de l'air, divise les rues en espaces incertains. Le vent est gris et sans effusion, et nous sommes assis à la table où l'on a déposé des tasses de café, des fruits. Nous ne parlons plus, attirés par la fraîcheur de l'herbe et des nuages, et tout ce qui passe projette ses ombres sur nos regards. La pièce sent le bois coupé et l'eau. Dehors, nous savons que tout se prépare lentement à paraître. C'est maintenant le moment de la chronique de cinéma hebdomadaire avec Mathieu Legault. Lui-même. Salut Matt. Ça va bien, Matt? Ben oui, mais toi, t'as pas l'air d'être amplement satisfait dans la vie. Je me demande qu'est-ce qu'il y a. Je pense que j'ai un peu en bonne face, le gars pas satisfait. Ouais, mais je me demande qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qui se passe? Je vois au fond de ton œil que t'as allé l'air. au cinéma, puis c'était pas... C'était pas une belle expérience. C'était pas une belle expérience. Conte-moi ça, Matt. Conte-moi ça. Ah oui, Red 2. Red 2. La suite de Red. Voilà. Si tu suis. Très bien fait. Très bien fait. Très bien fait. C'est Dean Parisot qui réalise. Et je suis allé voir, le seul autre film qu'il a fait, c'est Fun with Dick and Jane, Jim Carrey. Oui, oui. Il a fait. Sinon, c'est que de la télévision qu'il a fait. Red 2, évidemment, ceux qui ont vu le 1, on était plusieurs à l'avoir vu. Bruce Willis, John Malkovich, Helen Mirren, Dame Helen Mirren et Sir Anthony Hopkins aussi, qui s'ajoute à la bande qui n'était pas là dans le premier. Et oui, c'est ça. Et dans le fond, c'est une histoire, pour ceux qui n'auraient pas vu le premier, c'est des retraités de la CIA, bon, des trucs un peu undercover, si on veut,
Et ils sont tous à la retraite, mais évidemment, ça les rattrape toujours. Hein? Le passé te rattrape tout le temps. Et encore une fois, maintenant, ils vont avoir d'autres aventures. Et c'est Bruce Willis, qui est le personnage principal. Et là, il est à la retraite, il est bien, il est avec sa copine. Il est au Costco. Ça commence au Costco. Ah, voilà. Et John Malkovich arrive, c'est son ancien partenaire. Et là, il dit « Encore du monde qui veulent nous tuer. Bon, qu'est-ce qui se passe? » Ils vont être mêlés à une espèce d'histoire bizarre d'une arme de destruction massive qui aurait été créée pendant la guerre froide et qui serait disparue, en fait, depuis la guerre froide, depuis les années 80. Et là, évidemment, mais là, tout le monde dit que c'est de leur faute et leur faute est mise sur eux. Alors, le monde entier veut les retrouver. Ils sont comme des terroristes et ils doivent prouver leur innocence, évidemment. Est-ce qu'ils vont réussir? Ah, suspense! Mais qu'est-ce qu'on fait là avec tout ce bazar? C'est la fête, on s'amuse, on profite de la vie. Franck, Qu'est-ce que tu fais là? j'ai besoin de toi. Je suis à la retraite. Tu n'as plus tué qui que ce soit depuis des mois. C'est plutôt positif. Ils vont débarquer, je le sens, Franck. C'est assez classique, on s'entend. On a déjà vu ça souvent comme genre d'histoire. On doit prouver notre innocence. Dans le premier, c'était ça aussi un peu dans le même genre. Là. On doit prouver notre innocence, le monde essaie de nous attraper. Dans le 1, ça marchait très bien. Je l'avais vu, le 1, je ne sais pas si tu l'avais vu. Non, j'ai pas vu, malheureusement. J'avais lu le 1, j'avais eu beaucoup de plaisir. Tu sais, c'est le genre de film qui arrive à la fin de l'été, tu n'as aucune attente. Et c'était extrêmement drôle, ça marchait. Ouais, ça avait été une belle surprise, oui, je pense. c'est ça. Il y avait une espèce de niveau d'autodérision un peu. Tu sais, les vieux sont tous des vieux à retraite. Mais dans le 2, la magie n'opère pas, mais absolument pas. Est-ce que c'est parce qu'on essaie de reproduire la même recette et ça colle pas? Je pense que c'est en partie beaucoup ça. OK. On essaie vraiment de recopier le 1. Et moi, bon, je l'ai vu quand c'est sorti au cinéma, ça doit dater d'à peu près 2 ans. Il y a certains moments qu'il a fallu que je me rappelle, parce que j'ai pas revu le film récemment. Et un des problèmes aussi, c'est que le film part extrêmement rapidement. Comme je disais, ça part au Costco. Ah, je suis bien à la retraite. John Malkovich arrive, il y a du monde qui veut le tuer. Dès la première scène, on est... Ça part. Là, j'ai fait, c'est correct. T'sais, ils veulent pas perdre de temps, c'est correct. Les personnages sont déjà placés, je suis prêt à vivre avec ça, qu'il n'y ait pas d'intro. Seulement après, le film dure 2 heures, un petit peu plus que 2 heures, puis ils perdent du temps. On n'a pas le rythme soutenu du début à la fin. Non, c'est ça. Je suis comme, pourquoi vous avez parti vite si c'était pour nous faire perdre du temps plus tard, de toute façon, pour nous réexpliquer des affaires qu'on ne sait pas? Parce que ça peut être intéressant. Des fois, c'est payant de faire ça, justement, d'être dans la peau du personnage. Comme eux, on ne sait pas trop ce qui se passe. Mais à ce moment, dans ce film-là, c'est qu'on n'en sait vraiment pas assez, puis on finit par faire comme, ben écoute, ils veulent les tuer, on sait pas trop pourquoi. Bon, il y a une arme, mais OK, on va découvrir ça, puis ça devient lassant. Et il y a un gros problème de rythme, en fait, dans ce film-là. OK. Un gros problème. Est-ce que c'est le scénario? On va revenir au scénario. C'est peut-être la réalisation aussi. J'arrive pas à détecter, mais c'est un gros problème de rythme, ce qui fait que ça fait comme des mini-scènes. Chaque scène, c'est comme un sketch. Là, ça, c'est la scène de la poursuite d'auto. Ça, c'est la scène qu'ils vont se battre dans un entrepôt. Ça, c'est la scène, tu sais. Puis, entre chaque scène, on dirait qu'il y a tout le temps un petit whoop, un petit déclin. Il y a quelque chose qui marche pas, ça s'enchaîne pas bien. Ça manque de fil conducteur, peut-être? Il y a quelque chose, oui, c'est ça. Il y a un problème de ce côté-là, évidemment. Et ça, c'est un gros problème, en fait. Ils sont sur un espèce de pilote automatique. On dirait, bon, on va faire comme le 1, on va essayer d'avoir la même magie, mais ça ne sortirait pas comme ça. C'est pas juste parce qu'on prend les mêmes acteurs dans le même genre d'histoire que ça va marcher tout de suite. Et ça marche pas. Et c'est ça, parce qu'il y a aussi des nouveaux personnages. Évidemment, on amène tout un nouveau personnage. Il y a Anthony Hopkins, qui avait le rôle intéressant pour nous faire rire, qui fait une espèce de vieux scientifique qui a été mis au cachot pendant 35 ans, qui n'a pas vu la lumière du jour, puis qui... Quand il voit Bruce Willis, puis il se connaissait avant, il dit « Ben voyons, t'es rendu bien vieux. » Tu sais, il n'y a pas la connaissance que le temps a passé. Mais rendu à ce moment-là, on s'en fout. C'est ça le problème. Okay. On est comme déjà blasé, puis j'étais sur ma chaise, puis j'étais comme « OK. » Il t'avait déjà perdu avant d'entrer l'élément. Et ça riait pas, je veux dire, ça riait pas beaucoup dans la salle. C'est pas juste moi. Et t'as quand même... Il n'y avait pas beaucoup de monde, mais ça riait pas, ça levait pas. Et John Malkovich, en fait, qui était vraiment l'élément comique du 1, qui, lui, dans le 1, je trouvais son personnage était tellement bien défini, tellement beau. Dans le 2, c'est plus ça. C'est grossier. Parce que dans le 1, c'est le gars, bon, qui était à la CIA, puis qui a tout vu, tu sais, puis
Puis là, il est à retraite, puis il devient parano parce qu'il sait ce qu'ils sont capables de faire. Fait que là, il capote, puis il joue là-dessus. Mais dans le 2, il a l'air plus d'un idiot, en fait. Il a plus l'air d'un épais qui veut, OK, ils veulent nous tuer. Dans le 1, c'était vraiment axé comme, OK, il est parano. Il est pas épais, il sait ce qu'il fait. Intelligent, Très intelligent, mais il a peur. Mais ils ont gardé ça un peu dans le 2, mais pas assez. Il a juste l'air comme d'un idiot, d'un gars complètement déconnecté, tandis que dans le 1, il n'était pas déconnecté. Mais ils ont gardé des petits traits. Il conduit puis il regarde tout le temps au ciel. Tout le temps s'il y a quelque chose qui passe. Ça, c'est ça, mais c'est pas assez. Là. C'est dommage parce que John Malkovich, c'est un très grand acteur. Mais, en fait, c'est tous des grands acteurs. Oui, c'est tous des bons. Dame Helen Mirren, écoute, c'est une très grande actrice. Elle est très effacée dans celui-là, je dirais. OK. Mais c'est beaucoup axé Bruce Willis, John Malkovich. Comparativement au premier, il était 4 personnages et qui étaient vraiment... c'était bien dispersé entre chaque. Là, c'est vraiment Bruce Willis, John Malkovich qui est à côté, un peu idiot, puis les autres. OK. Ils ont un rythme un peu différent. L'écriture, j'en parlais tantôt, je pense qu'il y a un problème de ce côté-là, justement parce que je disais, le personnage de Marvin n'est pas bien décrit de John Malkovich. Puis les liens se font mal. Puis on a essayé d'incorporer, en plus d'Anthony Hopkins, il y a un autre personnage, un Chinois, dont j'ai oublié le nom, l'acteur. Et là, il essaie de l'incorporer, mais c'est maladroit. Parce que qu'est-ce qui arrive aussi, on est dans une suite, on connaît déjà les personnages de base. Et là, le film part, mais là, on veut nous présenter un nouveau personnage, ce qui est correct. Mais ça ralentit. Ils ne trouvent pas la façon de l'intégrer, puis ça devient comme dans lourd. le flow. Hein. Ce personnage-là devient très lourd, puis il sert absolument à rien autre qu'on a amené un Chinois qui sait faire des arts martiaux, fait qu'on va l'utiliser pour des scènes de combat. Puis, mais autrement, ça devient lourd au récit, parce que nous, on veut voir Bruce Willis, John Malkovich, comment ils vont s'en sortir. Et là, ils amènent lui qui est comme sur leur trace, qui doit les arrêter, qui veut le tuer, en fait, Bruce Willis. Et ça devient trop, on se perd, ça se disperse énormément. Okay. Je pense que c'est un autre gros problème. Sinon, l'action, les scènes d'action, écoute, c'est extrêmement efficace. Ils ont mis le paquet, il y a un plus gros budget pour le 2 que le 1, évidemment, ça arrive souvent. Regarde, les scènes d'action, ça marche. On rentre dedans souvent en se disant OK, puis une fois que c'est parti, OK, ça va péter. C'est bien réel. T'sais, au niveau technique, c'est beau, c'est bien fait, mais il manque de quoi. La magie n'est pas là. C'est dur de dire pourquoi. Mais c'est juste pas au rendez-vous. Et juste pour dire, à date, il y avait un budget de 84 millions, le film. Et j'ai regardé en date d'aujourd'hui, qu'on a enregistré la chronique, il était à 27 millions de box-office dans le monde entier. Ouch! 27 millions pour expliquer au monde, c'est pas beaucoup parce que souvent, il faut qu'ils coupent en moitié. La moitié va au salle de cinéma et l'autre moitié va aux producteurs. Donc, ils sont à quoi? 13 millions et demi. 13, 14. On va leur donner 14 millions. Pour 84 millions. C'est pas très bon. D'après moi, on n'aura pas un 3. Je pense que c'est fini là. Et la cote de Mathieu Legault? Je vais lui donner un 2. Oh, 2 quand c'est correct. Mais je veux dire, c'est un film, ça se tient. c'est ça. Mais c'est pas... Allez voir Louis Cyr. Allez voir Louis Cyr. Vous l'avez raté, retournez-y. Merci, Matt. Ça fait plaisir.